Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du schéma de Lewis, qui est une autre façon de représenter les atomes et les molécules par rapport à celle dont on a déjà discuté dans une vidéo précédente. Et avant de parler du schéma de Lewis, il faut raconter quelque chose sur les électrons, dont on a déjà parlé dans des vidéos précédentes. Donc pendant longtemps, si on reprend un peu le cheminement historique, pendant longtemps on a cru que les électrons gravitaient autour du noyau des atomes de la même manière que les planètes gravitent autour du Soleil, dans le cas du système solaire. Mais on s'est rendu compte au siècle dernier que cette représentation, même si elle est facilement visualisable, eh bien elle est fausse. Et ce qui nous a permis de mettre en avant justement le fait que cette représentation est incorrecte, c'est l'avènement de la physique quantique et de la chimie quantique. Et l'un des grands principes de la théorie quantique, c'est que les particules, et en particulier les électrons, ne vont pas pouvoir atteindre déjà n'importe quel niveau d'énergie. Et ces niveaux d'énergie, dans le cas justement des atomes et des électrons, vont être représentés par ce qu'on appelle des orbitales atomiques. Et en fait, des orbitales atomiques, donc c'est des fonctions mathématiques qu'on trouve à partir de ce qu'on appelle l'équation de Schrödinger, qui est l'équation vraiment fondamentale de la théorie quantique. Mais on peut aussi visualiser les orbitales atomiques comme des régions de l'espace euh, qui vont euh, qui vont correspondre en fait à des régions là où, enfin dans lesquelles les électrons ont une forte probabilité d'apparaître. Et donc, pour justement comprendre un peu comment ces orbitales atomiques sont remplies par les électrons, on va avoir besoin de plusieurs règles, enfin très exactement trois règles. Donc, il va y avoir d'abord la règle de Kleshkovsky, donc là, H-K-Kovsky, la règle de Hund, et le principe d'exclusion de Pauli. Et donc, comme je le disais, les orbitales atomiques ont différents niveaux d'énergie. Donc, on va pouvoir représenter en fait les orbitales par un petit diagramme, avec ici en axe vertical l'énergie. Donc, les orbitales de faible énergie seront en bas, et plus on va monter au niveau de l'axe, plus les orbitales atomiques correspondantes auront des énergies élevées. Et donc, bon, ces différentes règles, on va pas vraiment rentrer dans les détails, mais la première règle, la règle de Kleshkovsky, en fait, elle permet de déterminer l'ordre d'un point de vue énergétique des orbitales. Et c'est cette règle qui permet d'aboutir à l'ordre dont vous avez déjà certainement entendu parler, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, etc. Généralement, en terminale, on va pas plus loin que l'orbitale 3p, donc c'est pour ça que je m'arrête ici, mais ça continue encore pendant un moment. Et c'est cette règle de Kleshkovsky qui permet d'aboutir à cet ordre d'énergie. Donc je vais pas rentrer dans le détail de cette règle et d'où ça sort justement cet ordre parce que ça demande beaucoup de prérequis, mais on va juste admettre donc que on a cet ordre dans les orbitales. Et juste pour information, donc le premier nombre, enfin pardon, les orbitales vont être réparties en couches et en sous-couches. Et donc le premier chiffre ici à chaque fois correspond au numéro de la couche occupée. Et ensuite la lettre derrière, ça correspondra à la sous-couche. Et on a quatre types de sous-couches. On a les sous-couches S, P, D et F. Mais encore une fois, en terminale, on se restreint surtout à des orbitales de type S et de type P. Et donc, on va avoir donc ces orbitales qui sont rangées par ordre d'énergie croissante. Donc 1s, 2s, 2p, 3s et 3p. Et dans les orbitales enfin dans les sous-couches de type S, pardon, on va avoir une orbitale seulement, qu'on peut représenter par un trait. Et dans les orbitales de type P, on va en avoir, enfin dans les sous-couches pardon de type P, on va avoir trois orbitales atomiques, donc qu'on peut représenter par trois traits. Et ensuite, quand on aura, quand on s'intéressera par exemple à un atome qui possède un certain nombre d'électrons, eh bien on va remplir ces couches et ces sous-couches
du bas vers le haut, donc des faibles énergies vers les hautes énergies. Et c'est les deux autres règles, donc la règle de Hund et le principe d'exclusion de Pauli, qui vont nous permettre justement de savoir comment remplir ces orbitales. Donc on peut prendre un exemple très concret. On peut prendre par exemple l'atome d'azote. Donc l'atome d'azote, son numéro atomique c'est 7. Ça veut dire que cet atome possède 7 électrons, donc il y a 7 électrons à placer euh, dans justement ce diagramme. Et le principe d'exclusion de Pauling dit que au maximum, il peut y avoir 2 électrons dans une seule orbitale. On peut pas mettre 3 électrons ou plus dans une même orbitale atomique. Et il y a une chose supplémentaire que nous dit cette règle, mais pour ça, il faut que j'introduise le spin de l'électron. Donc le spin de l'électron, c'est une propriété des électrons, et il peut prendre 2 valeurs. Donc on peut prendre la valeur plus 1/2 ou moins 1/2. Donc là, on dit que c'est un spin vers le haut quand c'est plus 1/2 et un spin vers le bas quand c'est moins 1/2. Et donc, quand c'est spin haut, on représente l'électron dans les diagrammes par une flèche vers le haut, quand c'est spin bas, par une flèche vers le bas. Et donc la règle de Pauli nous dit qu'on peut placer au maximum donc 2 électrons dans une même orbitale, et dans le cas où il y a 2 électrons dans une même orbitale, les deux ont des spins opposés. Donc il y a un spin vers le haut, un spin vers le bas. Et donc ici, bon, on a 7 électrons à placer, on peut déjà en placer 2 dans la première orbitale, donc un S, donc un vers le haut, un vers le bas. Pareil pour la 2S, donc là on a déjà placé 4 électrons, et il en reste 3. Et donc ensuite, bon là, vu qu'on a 3 orbitales qui sont au même niveau d'énergie, donc dans la sous-couche 2p, on peut placer ces 3 électrons de différentes manières. On pourrait en placer 2 ici et 1 dans une autre, donc en laissant une orbitale vide, ou en placer dans les 3, tous vers le haut, tous vers le bas, ou certains vers le haut, vers le bas. Et c'est la règle de Hund qui va nous permettre de trancher entre ces différentes possibilités. Puisque la règle de Hund nous dit que, eh bien, quand une sous-couche est non saturée, donc lorsqu'elle est partiellement remplie, la configuration la plus stable s'obtient en occupant le maximum d'orbitales atomiques avec des spins parallèles. Donc ce qu'on entend par spin parallèle, c'est des spins dans le même sens. Donc là ici, donc il y a 2 points importants, donc faut remplir le maximum d'orbitales, et si possible avec des spins dans le même sens. Donc là on a 3 orbitales, 3 électrons, donc ça tombe bien, et on les met par exemple tous vers le haut. Que ce soit tous vers le haut ou tous vers le bas, ça change rien, ce qui est important c'est que ça soit dans le même sens. Et là on a bien placé les 7 électrons de l'atome d'azote. Et donc la configuration électronique de l'atome d'azote, elle se note 1s2, donc 2 parce qu'il y a 2 électrons dans cette orbitale, 2s2, 2p3. Et on retrouve 2 plus 2 plus 3, les 7 électrons de l'atome d'azote. Donc là, pour l'instant, c'est une vidéo sur le schéma de Lewis, mais pour l'instant, on n'a pas raconté grand-chose là-dessus, mais on y vient. Il y a une dernière chose importante à expliquer avant de vraiment commencer à écrire des schémas de Lewis, c'est la notion d'électrons de valence. Et les électrons de valence, en fait, vont correspondre aux électrons de la dernière couche occupée et des sous-couches partiellement remplies, s'il y en a. Donc là, la dernière couche occupée, c'est la couche numéro 2. Donc tous les électrons de la couche numéro 2 vont être des électrons de valence. Donc on va avoir les 2s2, 2p3. Et après, bon, il n'y a pas de sous-couche partiellement remplie, donc les électrons de valence, c'est simplement les électrons donc des orbitales 2s et 2p. Et les électrons de valence, c'est très important comme notion parce qu'en fait, ce sont surtout ces électrons qui vont déterminer les propriétés des atomes. Là, ici, les électrons de la sous-couche 1s, ils sont pas très importants, en tout cas beaucoup moins que ceux, que les électrons de valence. Et donc là, donc c'est si on reporte sur le diagramme, ce sont ces électrons, les électrons de valence. Et donc, quand on regarde simplement cette région qui est encadrée, eh bien on se rend compte qu'on a une paire d'électrons
et 3 électrons tout seuls dans leurs orbitales respectives. Donc les électrons seuls, c'est ce qu'on appelle des électrons célibataires, et les électrons appariés, c'est ce qu'on appelle des doublés d'électrons ou des doublés non liants. Et donc, pour représenter le schéma de Lewis de l'atome d'azote, eh bien, on va commencer par le N, donc la lettre qui symbolise l'azote, et on va faire apparaître les électrons de valence. Donc le doublé non liant fait apparaître par un trait, et les électrons célibataires par des points. Et là, en fait, ces électrons célibataires, ce sont eux qui vont avoir tendance à former des liaisons avec les autres atomes, pour former, in fine, des molécules. Et donc là, il y a 3 électrons célibataires dans le schéma de Lewis de l'atome d'azote. Donc l'azote va former 3 liaisons avec des atomes voisins. Et là, on dit que le doublé d'électrons, pardon, s'appelle aussi le doublé non liant, parce qu'il ne va pas conduire à la formation d'une liaison. Et on peut faire ça pour tous les atomes. Donc, si on fait, par exemple, la même chose pour l'atome d'oxygène, donc l'atome d'oxygène, son numéro atomique, il est juste à côté de l'azote, donc son numéro atomique, c'est 8. Enfin, je dis à côté, mais dans le tableau périodique, je ferai une vidéo dessus, dans pas longtemps. Et donc, ici, ça veut dire qu'il faut rajouter un électron. Donc, là, on a déjà toutes les orbitales de la sous-couche 2p qui ont déjà un électron, donc là on n'a pas le choix, il faut mettre un deuxième électron dans l'une des orbitales. Et donc là, maintenant on a 2 doublés d'électrons et 2 électrons célibataires, donc le schéma de Lewis de l'atome d'oxygène, c'est donc l'oxygène pour symboliser l'atome, 2 doublés non liants et 2 électrons célibataires. Et donc la différence entre la formule de Lewis et la formule topologique d'une molécule, eh bien, c'est que dans la formule de Lewis, on va faire apparaître les doublés non liants des atomes qui en possèdent. Donc, pour terminer, si je reprends l'exemple que j'avais pris dans la vidéo sur les molécules, donc c'était l'exemple de l'éthanol, on avait fait les différentes représentations. Donc là, je vais reprendre la même chose, mais en rajoutant la formule de Lewis. Eh bien, l'éthanol, sa formule brute, c'est C2H6O. Sa formule développée, c'est ceci. Donc, assez pénible à écrire vu qu'il faut faire apparaître toutes les liaisons entre les atomes. La formule semi-développée, c'est un peu plus condensé. Donc, H3C, CH2OH. La formule topologique, c'est encore plus condensé. Et la formule de Lewis, eh bien, ça va être la même chose quasiment que la formule topologique, sauf qu'on va faire apparaître les 2 doublés non liants de l'atome d'oxygène. Et on peut faire ça avec n'importe quelle molécule. Et donc simplement pour lister les atomes les plus courants, enfin les schémas de Lewis des atomes les plus courants, eh bien le carbone, il va simplement avoir 4 électrons célibataires, l'azote, un doublé non liant et 3 électrons célibataires, l'oxygène, 2 doublés non liants, 2 électrons célibataires, et l'hydrogène, un électron célibataire. Donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à la chaîne et puis laisser un j'aime à la vidéo. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.